Reste avec nous, Dominique. J'appelle tous les jours pour la table ronde numéro 2, et qui est une table ronde autour de la création de valeur ou la recréation de valeur pour le numérique. Donc venez. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que le BIM a une influence, on en reparlera aussi à table ronde numéro 4, parce que derrière, c'est la maintenance, le carnet de maintenance numérique qui arrive. Ça veut dire que vous devenez l'un des acteurs qui va mettre à jour ce carnet de maintenance de cette carte d'identité du bâtiment qui évolue en permanence. Donc ça, c'est vraiment une révolution importante et qui va nous impacter. Donc, bienvenue à nos amis pour cette table ronde. Donc, Dominique, je ne vous le présente plus. Mais enfin, en tout cas, j'ai vu que tu avais un col bleu, blanc, rouge, en fait. Parce que tu es au CSTB, donc le col rouge, tu n'en as pas parlé, mais il est important quand même. Hein. Voilà. Ensuite, on a la chance d'avoir monsieur Pascal Roger qui est là, et qui est le président de FEDEN, et qui aussi a été, avant d'être président du SNEC, et qui donc chapeaute entre autres le CIPIM, monsieur Roland n'ayant pas pu être là. Donc on a cette chance d'avoir la fédération syndicale à laquelle appartient le SINASAV, voilà. Pascal Auger, non Bernard Roger, c'est pas le même. Bernard Roger, qui lui est patron d'une entreprise qui s'appelle Gaz Dépannage et qui est située pas très loin de mon pays à moi. On se connaît très bien, Bernard et moi. Et il est appelé d'Assurance, mais ici il est au titre du président d'un groupement Axe Énergie qui représente un modèle économique dont on va parler. Monsieur Nicolas Schusteters, qui est responsable qualité produit chez, rappelle-moi, Ariston, Thermoto, voilà. Marc Trella, qui est là, et qui lui, alors je vais quand même finir, pour Bosch, hein, que je ne fasse pas d'erreurs majeures, voilà. Et vous occupez particulièrement du marketing produit. Vincent Rivière, qui est le directeur général de chez Cham, importante société de maintenance, mais qui représente ici, comme Roland Bouquet le faisait tout à l'heure, le SINASAV et l'avis du syndicat. Et puis, nous terminons avec, je vais y arriver, monsieur Sébastien Jumel, voilà, de Edelia, et qui est président directeur de Edelia. Mais vous avez connu monsieur Jumel peut-être à une époque où il était responsable du marketing chez EDF, et aujourd'hui il s'occupe d'une filiale qui est très importante. Et il fait un métier qui nous intéresse beaucoup, c'est l'intégration de services, où il y a beaucoup de numérique évidemment qui joue. Donc ici, vous avez un plateau d'experts, et avec qui on va aborder 3 questions, mais on va commencer vraiment par la première, et j'ai demandé au président Roger de nous faire part de son avis sur le sujet, puisqu'on a vu que c'était important le numérique, et comment est-ce que la profession doit s'intéresser au numérique pour développer sa position dans l'habitat, et non pas pour faire résistance, mais au contraire pour faire encore plus grande impression, et donc intéresser les consommateurs. Bien, merci de m'avoir invité. Alors, je ne suis pas un spécialiste, bien entendu, de ces sujets numériques et digitaux à titre personnel. Par contre, en fait, c'est un sujet qui est devenu tellement prégnant et important dans nos métiers que ça intéresse l'ensemble des syndicats de la FEDEN, au point que ce fameux syndicat CIPIM, dont Jean Roland est le président, en fait, c'est spécialisé justement sur toutes ces problématiques de pilotage, s'appuyant sur des solutions numériques, digitales, de télétransmission, etc. Donc en fait, on est face en fait à un sujet qui est bien connu, qui est une rupture technologique face à une technologie multi-usage, c'est-à-dire comme à une époque finalement la vapeur ou le passage à l'électricité. Et donc en fait, c'est pas une technologie qui a été conçue pour nos métiers, c'est une technologie qui s'est développée en tant que telle, qui ouvre un champ de possibles immense. Et donc toute la question, c'est de savoir pour les métiers en fait comment en fait on s'approprie cette nouvelle technologie pour pouvoir développer des nouvelles solutions. Et donc, en fait, c'est un moment qui est un moment plein d'opportunités, mais c'est également un moment plein de risques. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont étudié ces phénomènes. Alors, on peut tomber. Alors, quand je parle des risques, hein, on cite toujours le fameux cas de finalement le fabricant de chandelles, qui est sans doute celui qui n'aura jamais inventé l'ampoule électrique, ou Kodak qui a disparu quand on est passé à l'époque du numérique. Alors, nous voyons bien entendu ce sujet-là comme étant en fait une opportunité formidable de transformer, mais de façon très 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 en profondeur, en fait, nos métiers. Et donc aujourd'hui, en fait, dans ce monde-là, ça va donner l'opportunité également à d'autres acteurs de venir sur nos métiers
Et donc, avant, peut-être, je pense qu'on rentrera peut-être tout à l'heure sur des cas concrets, sur la façon dont ça va pouvoir s'appliquer. En fait, juste d'un point de vue un peu générique, ce que je voulais vous présenter, c'est un peu notre analyse et notre position. À un moment où il y a beaucoup d'acteurs qui sont beaucoup plus forts que nous en matière de numérique et de digital vont arriver sur nos métiers, en fait, il est très important de se différencier en tenant compte d'ailleurs de la réalité de nos métiers. Je pense que rejoindre beaucoup de choses que vous avez dit tout à l'heure que j'ai trouvé très intéressantes. Alors nous, à la FEDEN, on a résumé ça dans une phrase, en fait, c'est des outils et des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, on est intimement persuadé, et on en parlera tout à l'heure quand on parlera de création de valeur, que l'outil seul, finalement, ne crée pas suffisamment de valeur. Je crois que tout à l'heure, un certain nombre de gens donnaient des exemples comme quoi, finalement, on peut avoir plein de trucs sur son iPhone, mais s'il n'y a personne au bout, finalement, au bout de 2 mois, on s'en lasse et on s'en sert plus. À l'inverse, en fait, les outils et les hommes. Et les outils et les hommes, c'est 2 typologies d'hommes. Donc des nouveaux métiers des hommes qui sont effectivement des cols blancs qui vont être derrière, qui vont recevoir cette information, l'analyser de façon beaucoup plus fine et pouvoir préconiser des actions. Mais également des hommes qui sont sur le terrain et qui vont être connectés en fait à travers ces outils. Et donc en fait, on voit cette révolution numérique surtout comme un moyen formidable de transformer nos métiers en profondeur. Merci. Alors peut-être un petit point, parce qu'on a la chance d'avoir M. Jumel qui fait à la fois et un nouveau métier, mais également qui est enseignant dans une université parisienne et qui s'intéresse beaucoup aux aspects numériques. Alors on en est où dans le numérique en fait réellement? Si on fait un petit point, parce qu'on n'a pas fait ça jusqu'ici. Alors, bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Effectivement, je vais essayer de vous donner le point de vue qui est celui d'un acteur qui construit actuellement une plateforme numérique et qui est dans le monde de l'énergie, puisqu'effectivement notre actionnaire est EDF. En fait, il y a eu 3 grandes phases. Si on veut simplifier, vous les avez sans doute déjà abordées dans le numérique. La première phase, le Web 1.0, c'est 95. Et à ce moment-là, en gros, c'est le site Internet. Les boîtes créent leur site Internet et se créent une vitrine numérique. Vous avez peut-être vous-même créé votre vitrine numérique. Je ne sais pas si on m'entend bien. Ça va. Cette vitrine numérique, elle vient compléter la vitrine que vous aviez dans la rue. Et finalement, est-ce que ça vous a beaucoup impacté dans vos métiers? Je ne pense pas. C'était des pages jaunes améliorées, quoi. Internet, on pouvait créer un site, les gens tombaient dessus éventuellement. Ça a augmenté un peu la transparence sur les prix, mais enfin, ce n'était pas non plus une révolution très importante pour vos métiers, je pense. Assez vite derrière, 5 ans derrière, les années 2000, il se passe un truc très important sur le plan technique, c'est qu'apparaissent des technologies comme les wikis, qui permettent à chaque internaute de créer lui-même du contenu. Jusqu'alors, le contenu était totalement maîtrisé par les entreprises. C'est les entreprises qui créent des sites. Là, on ouvre la possibilité à chacun des internautes, donc à chacun de vos clients, de créer lui-même du contenu. Ça prend la forme de forums, de blogs, et puis on se met à réagir sur les sites, et puis du coup, il y a des acteurs qui disent « mais moi, je vais organiser des sites sur lesquels les gens donnent leur avis, etc. » Donc, le Web 2.0, le Web social, le client gagne le droit de donner son avis. Le premier, il gagne un droit de s'informer un peu mieux. Le deuxième, il gagne le droit de donner son avis. Et ça commence à changer des choses parce que la réputation de votre boîte peut être salie très très vite. Vous ne maîtrisez plus rien. Jusqu'alors, vous maîtrisiez. Vous disiez, bon ben voilà, je crée mon site. Dedans, je vais dire que je suis un vrai professionnel, que j'ai tel label, que j'ai tel machin. C'est vous qui... Là, c'est plus vous. On parle de vous sans vous. Et on commence à s'organiser pour faire ça. Et les clients, ils commencent à s'organiser par communauté. Ils disent, je vais parler de ce que je connais et je vais en parler à ceux que je connais. Ça peut être mes pairs, donc il y a des forums techniques, ça peut être mes amis, etc. etc. Ça, c'est le deuxième grand virage du web qui a été digéré par la plupart d'entre vous aujourd'hui. Et puis on aborde depuis quelques années la troisième grande vague du web, qui est la moins bien comprise, qui est, appelons ça comme on veut, l'Internet des objets, les objets connectés, le big data, c'est Internet of Things en anglais, donc c'est l'Internet des choses. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est que chaque chose, chaque objet, dans quelques années, possédera une adresse IP. Un objet connecté, c'est un objet qui a une adresse IP. Ça veut dire que c'est un objet qui potentiellement trouve son miroir dans le cloud. Il est sur le web, cet objet. Et ça change tout. Alors, bien sûr, on peut les télépiloter. Enfin, si le sujet
de l'Internet des objets, c'est juste de savoir si vous pouvez allumer ou éteindre votre chaudière à distance, il n'y a pas de quoi rappeler la famille. Hein. On ne serait pas tous là en train de discuter de qu'est-ce que c'est que cet Internet des objets. Ce n'est pas du tout ça le sujet. Oui, on peut faire ça. Mais on pouvait le faire avant avec d'autres moyens plus rugueux, mais on y arrivait à télépiloter des machins. Ce n'est pas du tout ça. C'est que votre objet, il est en permanence, en temps réel sur le web, et il produit de la donnée. Si moi, je peux juste vous passer un message, c'est que le bon horizon de réflexion sur tous ces sujets-là, c'est la data. Alors je sais, ça fait très marketing de dire la data. La bonne question à se poser, c'est vos objets, en l'occurrence des chaudières, qu'est-ce qu'ils produisent comme données et à quelle fréquence? Et ces données, compte tenu de la caractéristique maintenant, elles vont se retrouver en temps réel dans le cloud. Ça veut dire, qu'est-ce que moi je suis capable de produire comme service sur la base de ces données-là? Et vous avez deux choses à ne pas confondre. Première chose que vous pouvez faire avec ces données, c'est que vous pouvez améliorer la façon dont vous faites votre métier aujourd'hui. Ça, vous en avez sans doute, vous allez en reparler. On va faire du prédictif, on va rajouter des machins, on va mieux comprendre ce qui se passe chez le client. Ok, c'est un pan très important de la donnée, mais attention, ce n'est pas de la donnée de temps en temps, c'est de la donnée en temps réel. Deuxièmement, et ça n'a rien à voir comme type de question à se poser, qu'est-ce que je peux imaginer comme service pour le client avec ces données-là? Et si vous n'imaginez pas de service avec ça, eh ben, c'est sûr que d'autres acteurs, on y reviendra tout à l'heure, dans la filière, ou qui arrivent d'ailleurs, eux ont des idées très précises sur ce qu'ils peuvent proposer comme service digital, bien sûr, aux clients avec les données que vont produire les objets que vous manipulez. C'est ça qu'on est en train de vivre actuellement. Merci. Et peut-être vous dire que ce que nous a présenté Dominique à travers l'expérience du BIM, là on rentre, et c'est le titre de son ouvrage, la construction 4.0. Donc vous voyez que quand on dit que ça évolue et ça continue à évoluer. Donc c'était bien. Alors merci infiniment pour avoir fait ce point sur où on en est aujourd'hui et montrer que en fait c'est une construction qui se fait. Et plus la construction avance, plus elle offre de possibilités en fait. Donc c'est tout à fait remarquable. Alors, face à ça, Nicolas. Oui, un petit micro, voilà. Quelles applications vous envisagez, toujours dans notre esprit, pour améliorer encore la position dans l'habitat de la profession? Face à ça, j'aurais envie de dire cloud, Internet of Things, web, digital, tout ça sont des mots qui peuvent paraître incongrus, qui manquent un petit peu de concret pour la profession qui est représentée du SINASAV. Et j'aimerais, moi, revenir sur un peu ces fondamentaux, tout en les mettant en perspective de ce qui vient de nous être dit, notamment par M. Jumel et bien d'autres ce matin. 14 millions d'interventions par an. C'est toi, Jean-Yves, qui rappelais ce matin qu'effectivement, il y a probablement les professions médicales et puis vous, acteurs de la maintenance thermique dans l'habitat, qui avez accès à ces domiciles. De là à dire que le technicien d'intervention est le praticien de la chaudière ou des équipements techniques du logement, sorte de médecin de famille, en fait, des équipements techniques, il n'y a qu'un pas. Et je pense que, en fait, le digital doit être mis en complémentarité, en fait, de ce métier-là qui fait la force, en fait, des entreprises de maintenance thermique, donc du SINASAV, adhérentes au SINASAV notamment. Connecter les équipements techniques, ça veut dire quelque part rendre beaucoup plus régulière l'auscultation qui est faite une fois par an au mieux de ces équipements techniques et de le faire en temps réel, pour reprendre le propos de M. Jumel, et donc d'autoriser effectivement cette auscultation permanente qui est une opportunité d'avoir une relation avec son client beaucoup plus régulière, beaucoup plus intense, probablement source de conseils, de recommandations pour mieux soigner le patient. Bref, je dirais que la connectivité des équipements doit être une opportunité très concrète
pour des techniciens dont la compétence technique et la proximité avec les clients fait la différence, mais en complémentarité justement avec leur qualité actuelle. Donc moi j'aurais simplement envie de dire, il faut se lancer avec des solutions tangibles, concrètes, qui parlent aux techniciens d'ores et déjà et qui sont très proches des métiers actuels du technicien. Alors Vincent, l'avis du syndicat sur le sujet. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas forcément rappelée dans l'ouverture en retraçant l'histoire de ce syndicat, c'est que ce syndicat, à mes yeux, il a une particularité et quelque chose d'assez original, c'est qu'il regroupe des entreprises qui font toutes, a priori, le même métier, mais de tailles très diverses. On va de la société de plusieurs milliers de personnes, filiale d'un énergéticien, en passant par de grosses PME régionales, et en englobant également des entreprises plutôt de type TPE artisanale. Et donc, ce qui ressort effectivement des différentes interventions que nous avons eues depuis ce matin, c'est que le fait numérique, il est là. Il ne s'agit pas de dire effectivement de se carapacer, de dire comment on fait pour effectivement construire un mur autour de nous. Effectivement, on l'a évoqué, c'est certainement la plus mauvaise des stratégies. Donc le fait, il est là. On parle beaucoup d'objets connectés, mais mais effectivement, il est déjà présent. Les objets connectés, c'est peut-être la dernière chose qui arrive et qui effectivement fait qu'on en parle beaucoup plus. Mais déjà aujourd'hui, on a déjà vécu ces dernières années une évolution de nos sites web qui deviennent de plus en plus des sites marchands, qui deviennent des sites où effectivement il y a des espaces clients. On peut faire du booking en ligne. Donc ça, c'est déjà une évolution forte. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue également, c'est que effectivement, ce qui doit rester au cœur de tout ça, c'est la qualité de la relation client et le fait qu'effectivement, au travers de nouveaux moyens d'adressage de nos clients, on satisfasse ces besoins qui par ailleurs évoluent. Donc il y a effectivement notre profession, elle est touchée effectivement par une évolution effectivement de notre approche commerciale, de la manière dont on est en relation avec le client. Les sites web, je dirais, évolués en sont un élément. On a parlé beaucoup de clients particuliers, mais aussi il y a nos clients professionnels, que sont les bailleurs sociaux, par exemple. Et déjà, depuis quelques années, on avait l'habitude d'échanger des données avec eux, avec des choses de type extranet. Alors, effectivement, nos services informatiques et les leurs trouver ensemble une manière de gérer, d'échanger des données. Et avec l'apparition des objets connectés, et certains en parleront, je pense, on voit apparaître de nouveaux protocoles qui donnent la place aussi à de nouveaux acteurs. On parlait Monsieur Naertz parlait tout à l'heure de supprimer certains échelons intermédiaires, mais ce qu'on voit avec l'arrivée du numérique, en particulier sur la relation professionnelle B2B, c'est qu'on voit qu'il y a la place à de nouveaux intermédiaires qui font la passerelle entre les prestataires que nous sommes et les donneurs d'ordre. Et effectivement, on parlera de la chaîne de valeur tout à l'heure, mais ça pose des questionnements sur la chaîne de valeur. Donc effectivement, il y a les clients particuliers, mais aussi les clients professionnels, où on voit apparaître de l'intermédiation pour le coup, et de nouveaux acteurs qui s'insèrent entre effectivement nos clients historiques et nos prestations. Donc ça, c'est un deuxième élément qui nous touche en matière du numérique. On l'a évoqué également, et ça c'est quelque chose qui touche y compris les petites entreprises quasiment d'une manière assez généralisée maintenant, c'est tout ce qui a trait aux outils de mobilité pour nos interventions chez nos clients, ce qui change la nature de la relation avec nos clients. PDA, tout le monde est en train de migrer massivement sur des solutions tablettes parce qu'on s'aperçoit qu'à partir du moment où on met le doigt dans ce que peuvent offrir tout ce qui est outils numériques, on s'aperçoit qu'on en demande de plus en plus et la mutation massive qu'on observe en ce moment de solutions PDA à solutions tablettes illustre un peu ça. De ça, on découle, effectivement, on l'a évoqué largement, effectivement une nouvelle manière au-delà de l'enrichissement pour nos pressions, une manière de s'adresser différemment aux clients avec effectivement de la dématérialisation des supports. Et puis effectivement, ce qui arrive et qui nous bouscule encore plus, ce sont les thermostats connectés, les objets connectés, et plus encore pour notre profession, cette notion de régulation connectée, parce qu'on voit, on sent, on perçoit la richesse des informations qui vont circuler. Alors ça, c'est effectivement les éléments factuels de l'environnement numérique qui touchent notre profession, mais au niveau du syndicat, parce que ça, il faut travailler sur effectivement ces différents supports, mais au-delà de ça, quand on réfléchit 2 minutes à ce que nous sommes,
le syndicat doit accompagner l'ensemble des entreprises qui constituent ce syndicat pour effectivement rester accroché au train. Et effectivement, l'enjeu majeur à mon sens, au niveau de la voix du syndicat, c'est de faire en sorte que le fait numérique puisse, je dirais, servir la grosse entreprise, la moyenne et la petite. Effectivement, les manières d'y arriver, les outils ne sont pas forcément les mêmes, les ambitions ne sont pas forcément les mêmes, mais en tout état de cause, le syndicat doit pouvoir offrir une solution à toutes les entreprises qui la constituent. Merci Vincent. On va demander à une petite grande entreprise, puisque la particularité de Axe Énergie, ce sont des TPE, des PME qui adhèrent à un groupement. Oui, alors que dire sur le numérique? Il y a déjà eu beaucoup de choses de dites depuis ce matin, et M. Naert en a dit encore pas mal, et mes prédécesseurs également. Donc le numérique, c'est un atout puissant pour le marketing, le commerce, tout ça, la relation avec les techniciens, la relation avec les clients, toutes ces opportunités, la communication également avec les fabricants de chaudières pour des objets qui existent déjà, qui sont connectés et qui nous donnent des données sur les chaudières, qui nous envoient des données sur les chaudières pratiquement avant que le client sache qu'elle est en panne. C'est vrai que tout ça, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, mais en même temps, c'est aussi un atout, le thermostat connecté, toutes ces... Alors, à part ça, sur le numérique proprement dit, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. D'accord. Alors, Marc, qui s'est beaucoup intéressé à tout ce qui était innovation produit, Oui. On a eu l'occasion de discuter plusieurs fois et je sais quelle est votre passion pour la construction du futur. Voilà, donc l'idée, c'est peut-être de vous donner un angle d'attaque, donc constructeur, de parler de ces objets connectés qu'on a évoqués. C'est vrai qu'on est passé un peu rapidement sur cette première vague de thermostats connectés, qui est, je dirais, l'entrée ou les premiers objets qui touchent notre business. On a évoqué le côté éphémère de l'utilisation de ces applicatifs dans le temps et donc de leur disparition dans les usages pour les clients finaux. Quelque chose qu'on a, à mon sens, oublié de mentionner, c'est aussi la faculté qu'a eu l'arrivée des thermostats connectés de remettre sur le devant de la scène nos produits qui, somme toute, étaient avant ça plutôt des produits de nécessité. Il fallait assurer le chauffage, on est plutôt sur du remplacement en cas de faillance, de la rénovation de matériel. Et là, on arrive sur des produits qui deviennent visibles dans l'habitat et qui, du coup, retrouvent une place aux yeux du client final. Et c'est, à mon avis, ce qui fait que des géants de la data et compagnie s'y intéressent. Mais à mon sens, la deuxième étape, qui est maintenant la plus intéressante, c'est la maintenance connectée. Et pourquoi elle est plus intéressante? C'est parce que c'est celle qui va dégager de la valeur ajoutée pour nous. Parce que jusque-là, on était plutôt sur de l'offre de fonctionnalité, de pilotage à distance. Maintenant, l'enjeu, ça va être parce qu'on a une obligation de service annuelle et parce qu'on cherche à optimiser nos coûts, on va vouloir, tous ensemble, essayer de se déplacer le moins possible pour réduire les coûts sur les interventions, servir de plus en plus vite, donc diagnostiquer en amont pour passer le moins de temps possible sur l'intervention, montrer une qualité de service toujours meilleure. Et ça, à mon sens, les objets connectés vont le permettre. Par contre, il y a quelques enjeux. C'est comment est-ce qu'on connecte le bâtiment, parce qu'on a tout un panel de voies de communication entre les voies IP, donc qui passent en particulier par les box ADSL des clients finaux, voies qui sont, à mon sens, inutilisables pour le parc social, parce qu'on n'a pas nécessairement la présence d'une box ou la facilité de l'utiliser. Les interconnexions entre les systèmes, parce qu'on est aussi dans l'habitat connecté, donc les passerelles qu'on est capable d'établir entre les différents systèmes. Et on l'a évoqué, les modes de restitution de l'information entre la grande structure SAV qui aura mis en place un système informatique et qui va chercher à interfacer son système, la plus petite structure ou la structure mono-personnelle qui va vouloir un outil clé en main, et éventuellement, comme on l'évoquait, des gens qui sont de nouveaux acteurs, qui sont des agrégateurs de contenu, qui, dans le cadre du social, vont vouloir récupérer et afficher un certain nombre de données en les concentrant. Et ces gens-là, en effet, sont des nouveaux venus sur le business. Ouais, c'est bien qu'on puisse faire un petit point comme ça. Je demandais un petit mot à Dominique là-dessus. Lui, pour donner une suite peut-être à son discours. Oui, et puis, ce qui me paraît intéressant à souligner, parce qu'effectivement, c'est chaque fois, je trouve toujours des choses extrêmement qui s'additionnent les unes aux autres et qui vont nous permettre à la fin de la journée de sortir d'ici avec de nouvelles idées.
Et je crois que ce qui est intéressant quand tu poses la question comment la profession doit-elle utiliser le numérique pour développer sa position dans l'habitat, c'est de dire observons ce qui se passe à côté. C'est toujours intéressant d'observer l'automobile, le garagiste, ou le garagiste. Moi, je n'ai pas de modèle économique à vous donner et je n'ai pas non plus de conseils à donner. Je dis simplement observer. Et puis tout à l'heure, par exemple, il y avait un exemple qui avait été donné. Aujourd'hui, le client, malgré les 35 heures, ne donne plus accès à son immeuble ou à son appartement, alors que, enfin, il faut s'adapter à lui, c'est pas à lui de s'adapter à nous, ou l'inverse. Et l'autre jour, je regardais un type qui s'appelle, ils ont fait une sorte d'association de numériciens, on va dire, qui s'appelle les Barbares Attaques. Intéressant comme démarche. Alors, grosso modo, leur concept est simple, c'est de dire, écoutez, nous, avant, on travaillait dans le jeu, on travaillait dans des tas de sujets, mais on ne savait pas que le bâtiment existait. Puis un jour, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie manne là, et on est arrivé. Puis on a essayé de révolutionner les choses. Et on apporte des nouveaux services. Et c'est ces intermédiaires dont vous parlez. C'est-à-dire qu'on désintermédialise. D'un côté, on ne veut plus d'intermédiaires qui viennent nous polluer, mais à la fois, on prend des intermédiaires qui sont du numérique. Et il expliquait que Walmart, par exemple, c'est une société américaine que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire en fait comment on appelle ça Grande distribution, c'est le... Oui, non, ils ont inventé un truc. C'est justement pour la grande distribution. Oui. C'est le troisième ouais. Alors ils ont inventé comment on appelle ça, la serrure connectée. Et d'un autre côté, ils se sont associés avec un autre système de réseau qui est un peu à Facebook, mais de quartier. Et pour faire en sorte que justement, en faisant des réseaux, vous avez les plus anciens qui vont chercher les enfants à l'école. Et quand ils arrivent devant l'école, devant la maison, devant l'appartement, on ouvre à distance, c'est-à-dire qu'on est connecté, donc on ouvre à distance son propre appartement. Et comme on a reconnu les gens, bien on laisse entrer l'enfant, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi ne rentrions-nous pas à l'intérieur, pourquoi ne pas trouver la solution, entrer à l'intérieur de l'appartement, alors que les gens ne sont pas là? C'est un système basé sur la confiance, justement. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, et sans doute, est-ce déjà, ou est-ce pas encore le temps de le faire? Mais, voyez, observez à l'extérieur, observez d'autres systèmes, et je pense que vous allez trouver des idées qui vont permettre d'améliorer votre système à vous. Merci pour cet apport. Alors, ça ne vous étonnera pas, on a du retard, donc on va néanmoins prendre le temps jusqu'au temps prévu, donc on n'ira peut-être pas jusqu'au bout de tout. Et c'est toujours un peu frustrant ces temps de table ronde parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'approfondir. On est sur des sujets importants et des apports que chacun fait qui sont absolument vitaux pour vos entreprises. Mais vous avez les rencontres régionales, vous avez le site internet du SINASAV, vous avez vos smartphones, tablettes et autres pour aller voir sur Google. Donc aujourd'hui, le monde ne s'arrête plus. Et la pensée ne s'arrête plus à une solution formidable et miracle. Alors, je me retourne vers M. Jumel. Pour commencer avec lui, la deuxième question qui tient à cœur à chacun. Et puis, lorsque nous avons préparé, c'est une question vraiment ancrée dans le besoin. C'est comment est-ce qu'on peut créer ou recréer de la valeur économique, entre autres avec le numérique. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des nouveaux modèles économiques qui vont émerger? Donc la réponse est oui, vous avez compris. En gros, s'il y a 5 ans, j'étais venu ici et qu'en face de moi, il y avait eu une profession de taxi et que je lui ai raconté ce qui était en train de se préparer quelque part aux États-Unis sur la base simplement de gens qui faisaient une appli et qui avaient compris comment utiliser certaines données que les taxis n'utilisaient pas, qui était la géolocalisation par exemple, et qui avaient réglé les plus gros irritants que cette profession n'avait pas voulu non plus résoudre, je pense qu'il ne m'aurait pas cru. C'est-à-dire qu'il serait un peu dans cette attitude qu'on a assez naturellement face à ces mouvements importants, on a un peu de mal à les comprendre, il y a une forme de déni, il y a
j'ai le temps, etc. En particulier les taxis, parce que j'ai fait l'exercice il y a 5 ans. Parmi les choses qu'il disait, c'était mais c'est sympa vos trucs, tout ça, je comprends bien, mais moi je connais bien mon métier, puis de toute façon il faudra toujours une bagnole pour aller d'un point à un autre. Donc c'est pas avec votre appli là, c'est pas un tapis volant, ils vont pas. Mais c'est pas ça le débat du tout. Le débat c'est où est la marge. Jamais des pure players qui arriveront avec des services autour des datas de vos chaudières ne vont entretenir les chaudières à votre place. Ils veulent pas le faire. C'est trop compliqué pour eux. En revanche, ils peuvent vous transformer en sous-traitant assez facilement. C'est ça le débat. C'est qu'est-ce que vous voulez avoir comme place dans la chaîne de valeur. Donc la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des services qui ont suffisamment de valeur aux yeux du client pour que finalement ce soit ces acteurs qui gardent, qui prennent et qui gardent la relation avec le client. Et celui qui a la relation avec le client, il a la marge. Donc si eux arrivent à choper cette relation-là, parce qu'il y a des services auxquels vous pensez peut-être pas, mais auxquels eux pensent, et que le client se dit, mais c'est vachement bien ça, dis donc. T'as vu, chérie, une appli qui me donne en temps réel la température du logement, qui me prévient s'il y a un truc qui bagote, qui me dit s'il y a des problèmes d'isolation parce que ils ont analysé sommairement à quelle vitesse la température chutait quand la consigne descendait ou que sais-je, enfin bref. Et ils mettent tout ça sur une appli hyper lisible. Qu'est-ce qu'il va préférer le client, vous croyez? Un mainteneur qui vient tous les ans et qui ne connaît quand même pas tant que ça, ou quelqu'un qui lui propose une expérience là très nouvelle en lui disant mais vous vous occupez surtout pas de la partie technique, ça je m'en charge. C'est ça le débat. L'enjeu, c'est ce qui est en train de se préparer là, est potentiellement un interfaçage entre vous et le client. C'est ça le risque. Sur la base d'un service numérique. Alors, à quoi ressemblera ce service et est-ce qu'il créera de la valeur? On n'en sait rien, on va voir. Évidemment que ça pourrait prendre la forme d'un pure player. Alors, le pure player, il arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va récupérer les données. Vous savez, aujourd'hui, les thermostats connectés que certains fabricants proposent ou que des pure players proposent, si vous me donnez, à moi et Delia, la température du logement, la température de consigne et le nombre de minutes de fonctionnement de la chaudière, je vous fais un très joli service. C'est une très belle appli, elle existe déjà, on l'a déjà développée, ça peut être un très beau bilan mensuel, annuel, saison de chauffe. Enfin bref, on fait des choses. On a des idées assez simples sur ce qu'on pourrait faire et déjà ça transformerait l'expérience que vit le client autour de sa chaudière. Mais on peut imaginer coupler ça avec d'autres choses, des acteurs venant de la smart home, parce que c'est pas sûr que la maintenance de la chaudière soit un sujet suffisant pour que le client se détache de la prestation technique. Mais si vous mettez ça au milieu d'une plateforme plus vaste, où il y a de la sécurité, de la webcam, du machin, et vous incluez ces services sur la performance énergétique, la nature de l'interface, c'est pas la même non plus. Et puis, il y a les acteurs de la filière. Pour les fabricants, moi je suis pas fabricant, mais je sais que c'est un bon moment pour se poser quelques questions quand même. En se disant, moi qui historiquement n'avais pas le lien avec le client final parce qu'il y avait des tas d'intermédiaires, voilà que mon produit potentiellement me renvoie plein d'infos sur ce qui se passe chez le client. Et qu'est-ce que j'en fais moi de cette info? Je la redonne là gratuitement à des mainteneurs, à d'autres professions? Ou moi-même je pourrais avoir une stratégie par rapport à ça? Alors, je ne sais pas pour les fabricants en France, mais je sais que dans d'autres pays, évidemment. Bon. Je crois que c'est un sujet qu'on réabordera. Donc il y a ça, et puis pour aller au bout du raisonnement, évidemment, compte tenu de la douche pas, évidemment que les énergéticiens se posent aussi la question. Je vends du gaz, et maintenant voilà un outil qui me permet de savoir ce que fait le client de ce que je lui vends. Et enfin de jouer mon rôle de conseil et de prescripteur, etc., que je ne réussissais objectivement pas à faire jusqu'à maintenant parce que je n'ai pas d'infos sur lui. J'ai 2 index par an, on ne fait rien avec 2 index par an. Donc toute la profession s'interroge, c'est la chaîne de valeur qui va bouger. Si vous voulez votre place là-dedans, il faut agir. Sinon, c'est sûr que la chaîne de valeur va bouger, des nouveaux acteurs vont arriver et d'autres vont les intégrer vers l'amont ou vers l'aval. Je ne sais pas dire comment, mais ça va bouger. Merci. Alors, Président Roger. Oui, alors bien entendu, donc moi je suis
à 200%. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie d'exprimer dans le paradigme de Schumpeter, là, le risque d'opportunité, le risque de se faire évincer d'une chaîne quand il y a un mouvement de cette nature. Moi, je crois que très concrètement, en fait, pour nous, il y a 3 leviers de création de valeur autour de cette évolution. Donc, il y a un levier qui a été évoqué par un des participants, qui est toute la partie optimisation des coûts dans la façon d'organiser nos métiers, de télésurveiller, de faire de la maintenance prédictive, etc., qui est un levier tout à fait significatif. Le deuxième levier, c'est celui que vous avez évoqué, c'est le levier service. Je crois que ça, c'est un élément important. Nous sommes des sociétés de services qui ont une forte culture technique et quelquefois, alors là, c'est vrai, au sein de toute la FEDEN, la partie technique prend le pas sur la partie service. On arrive dans un moment où la partie service doit prendre le pas sur la partie technique. La technique n'est qu'un moyen, quelque part, de rendre un service. Et là, quant au service, la question, c'est de savoir, finalement, qu'est-ce qui a de la valeur pour le client. Et donc, on arrive au troisième lieu, c'est de faire évoluer quelque part notre offre, nos business models ou des choses de cette nature. Donc, vous avez évoqué le fait d'élargir en fait la palette des services. Finalement, quand vous avez chacun d'entre nous, on a une maison ou un appartement, on fait intervenir un plombier, un chauffagiste, un électricien, tant quelqu'un pour la partie je sais pas quoi, des webcams, la sécurité, etc. Ce qui coûte le plus cher d'ailleurs, c'est les frais d'approche plutôt que l'intervention elle-même. Donc c'est vrai que la question d'élargir la palette de services est un sujet qui n'est pas un sujet d'ailleurs très compliqué d'un point de vue technique. Ce qui a de la valeur là-dedans, c'est la relation avec le client. Donc ce que proposent, ce qu'offrent ces plateformes numériques, c'est une relation directe avec le client. Moi je reste persuadé que cette relation, elle ne peut pas être désincarnée, elle doit être incarnée pour être un vrai service, parce que les gens finalement, on en marre des trucs qui théoriquement font papa-maman et qui dans la pratique ne le font pas. Et puis le dernier point qui est quand même important, c'est dans le domaine du chauffage. Alors ça, c'est le credo c'est un grand débat qu'on a pu l'entendre avec le SINASAV, de dire jusqu'où on va en fait en termes d'engagement de performance sur nos installations. Je vois que tout le monde utilise toujours le terme mainteneur. Nous, aujourd'hui, on veut faire évoluer quand on dit, et c'est une vraie évolution du business model ou de la philosophie. Nous, on utilise de plus en plus le terme exploitant. Exploitant, ça ne veut pas forcément dire on va vous donner des garanties réelles sur le niveau de consommation qui est le vôtre, parce que c'est un sujet qui est compliqué sur des petites installations. À l'inverse, de faire une promesse client qui consiste à dire voilà, vous avez une facture de chauffage. Dans votre facture de chauffage, 80% de la valeur ou 85% de la valeur, c'est l'énergie que vous consommez, 15% c'est ma prestation à moi qui vous l'entretient bien. Si je vous fais une bonne prestation, je vais vous montrer que je vais réduire les 85. On ne va plus discuter sur les 15, on va discuter sur effectivement les 85. Et ces outils digitaux, numériques, permettent quelque part de donner une traçabilité à cette promesse. Donc c'est un élément important parce que ça rend visible finalement sous forme d'un résultat. Parce que le client, qu'est-ce qu'il attend? Il attend des économies, il attend du confort, il a une attention client, donc le fait qu'on s'occupe de lui quand on l'appelle, qu'il y ait quelqu'un au bout du fil, des choses de cette nature. Et il ne veut pas avoir une base de données informatique, il veut avoir Monsieur Durand ou Monsieur Dupont au téléphone qui sont son prestataire habituel. Et donc cette notion de service et de changement de business model elle est très importante. Puis je vais faire un dernier commentaire sur la data, sur la donnée. Et puis on a beaucoup parlé du BIM, donc c'est un sujet auquel on a beaucoup réfléchi. En début de semaine, en fait, on a fait une table ronde. En fait, on a présenté un travail très important que nous avons fait avec Syntec Ingénierie, donc avec les différents syndicats de la FEDEN et Syntec Ingénierie, pour justement le thème, c'était de dire finalement, on a créé des BIM pour la conception-réalisation. Ce truc-là, potentiellement, il y a de la valeur pour l'exploitation. Comment faire en sorte que ça ait de la valeur pour l'exploitation? Et la question qui s'est immédiatement posée, c'est de dire, on a une philosophie par rapport à la donnée qui est assez différente du big data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de big data, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations qu'on peut en faire plein de choses. Simplement, on oublie deux choses. La première, c'est qu'une information, il faut qu'elle ait de la valeur. Pour qu'elle ait de la valeur, il faut qu'elle soit exacte. Alors, dans le big data, il y a beaucoup d'informations, mais alors elles ne sont pas toujours exactes. Alors, quand c'est des valeurs statistiques, c'est pas très grave, mais quand c'est des valeurs techniques, ça devient quand même tout à fait important. Qui dit de la valeur, ça veut dire qu'il y a un coût d'acquisition de cette donnée, il y a un coût de traitement. Et donc, en fait, pour bien traiter la donnée, il faut d'abord bien la cibler, il faut bien la sélectionner, il faut bien la formater pour qu'on puisse ensuite l'utiliser. Et donc, cette réflexion qu'on a menée autour du BIM, mais on le retrouvera la même autour du carnet numérique du bâtiment, c'est de dire, et ça, c'est un travail qui, à mon avis, peut être collectif, c'est de dire finalement comment, en fait, quelque part, on propose un outil dans lequel on va capter un minimum de données, qui est le strict minimum nécessaire pour pouvoir donner une interprétation, avoir une vision, proposer des axes d'amélioration. Et là, il y a beaucoup de valeur à créer autour de ça. Alors, je vais prendre juste, pour illustrer le propos, en termes de coût de transmission.
Vous savez, il y a plein de trucs où on fait les trucs en temps réel. Moi, l'autre jour, il se trouve que je suis membre du Conseil supérieur de l'énergie et on discutait dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Alors, il y a des textes qui sortent comme quoi maintenant, on va remonter les top 10 minutes électriques, on va les remonter toutes les 10 secondes. Bon, moi, je veux bien, mais simplement, passer de 10 minutes à 10 secondes, c'est complètement crétin. Ça sert à quoi? Ça coûte beaucoup plus cher et ça rapporte. Et aujourd'hui, il y a des technologies. Par exemple, Sigfox. Sigfox, finalement, ce sont des technologies radio. Le coût de la télétransmission devient pratiquement nul. Donc, entre des informations qu'on passe en batch une fois par jour ou 2 fois par jour ou 1 fois par heure peut-être, qu'on passe en batch, et une information qu'on veut suivre en temps réel, eh bien, toute la différence entre un abonnement téléphonique, un système de télétransmission et un truc qui s'appelle Sigfox qui vous coûte pas grand-chose. Et donc, à la fois, donc le data, c'est à la fois un problème de maîtriser les données que l'on veut traiter, de bien les sélectionner. Et là, il y a l'expertise métier qui est très très importante. Ça, il n'y a que nous qui puissions le faire. Ou alors des gens de chez nous qui vont être détachés dans des grandes entreprises d'informatique. Et puis ensuite, la façon de l'utiliser et de la restituer sous forme dans un message qui parle au client, confort, disponibilité et écoute. Merci. Alors, écoutez, je trouve que c'est formidable. Évidemment, on aurait envie de rester 1h30 autour de ces sujets. On ne peut pas. Dans un quart d'heure, on doit clore notre table ronde. Donc, j'ai demandé à chacun de continuer. On traite en même temps la deuxième et troisième question, je vois bien dans vos conseils que vous donnez, donc on va réussir certainement à faire une petite synthèse. Marc, comment voyez-vous les choses, vous, de votre côté, à votre niveau industriel, et je demanderai la même chose à Nicolas ensuite. Alors déjà, je suis très heureux que vous mentionniez Sigfox, puisqu'on est en train de lancer un thermostat connecté, en particulier pour le parc social, basé sur la technologie Sigfox, car en plus de son aspect coût, elle permet de s'affranchir de la box ADSL du client, ce que j'évoquais précédemment. Donc en termes de technologie, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. En termes de nouveaux business models et de services, je partage aussi ce qui a été dit précédemment sur le fait que, pour moi, le premier enjeu, c'est de devenir maintenant un conseiller de performance énergétique. En fait, je pense que c'est vraiment le premier levier. Travailler sur comment bien régler des thermostats, éventuellement le faire à distance pour maximiser les économies d'énergie. Travailler sur l'aspect maintenance en essayant de la rationaliser, d'intervenir le moins possible physiquement, tout en étant présent à distance auprès du particulier. Et ça, je pense que ça présage de la suite, de ce qu'on a vu dans l'automobile par exemple, quand on parle de leasing. C'est, je dirais, c'est les dernières étapes pour être capable de proposer de la vente de chaleur en fait, et puis d'appareils de chauffage. Et donc du coup, de vendre une prestation globalisée avec toutes les étapes du cycle de vie. Juste peut-être pour répondre à la question sur qu'est-ce qu'ont les constructeurs en tête avec tout ça. Nous, le but du jeu, ça reste quand même on crée du matériel, on n'a pas d'antenne commerciale, on joue le rôle on joue le jeu de la filière avec tous les acteurs de la filière. Et le but du jeu, c'est d'avoir des produits, je dirais, les plus compétitifs techniquement pour que vous donnez les outils au mainteneur pour qu'il puisse lui se différencier, se démarquer et gagner des marchés. Et du coup, vendre par ce biais-là le plus de matériel possible. Donc ça, c'est l'enjeu qu'on a. Et pour répondre à les conseils que je pourrais essayer de proposer, on a évoqué tout un tas de technos, d'axes stratégiques. Je pense qu'il y a un point qui est important, c'est de tester les choses. En fait, on est dans un nouveau paradigme aussi avec ces objets-là. On rentre dans ce qu'on appelle le développement agile. On n'est plus sur du matériel et des temps de développement très longs. L'idée, je pense, c'est de s'approprier les technos en jouant un peu avec, en approchant éventuellement même les constructeurs que nous sommes pour rentrer dans ce qu'on appelle les UX, les User Experience, pour s'intéresser à comment les objets sont utilisés, comment est-ce qu'on peut ensemble travailler aux fonctionnalités de demain en fait. Parce que vous êtes les experts de la relation avec le client, de cette maintenance. Nous, on a le matériel et ensemble, il faut qu'on détermine les fonctionnalités de demain. Merci Marc. Alors Nicolas, pour votre part. Alors d'abord, je vais reprendre une idée de Marc, mon voisin immédiat, néanmoins confrère et concurrent. Faut mettre un peu de piment ce matin. Tester. Ça, par contre, c'est une bonne idée. Tester. Ayez confiance. Il y a un problème de défiance, dit Dominique Naert ce matin. Mais ayez confiance. Ayez confiance en des industriels qui ne vous font pas d'ombre en matière d'intervention et de maintenance. Ça, c'était le piment. Ayez confiance en la donnée qui est accessible aujourd'hui, simplement, sans parler techno, et des données qui parlent à vos techniciens. Je reviens à ce métier qui est le vôtre.
l'intervention technique. Et je ne veux pas jeter avec l'eau du bain la compétence technique. Elle est source d'expertise, elle est source donc de valeur qui sera tirée de ces données que connaissent bien les techniciens, mais simplement, elle sera mise à disposition à distance. C'est ça la différence fondamentale. Et je pense, et je vais conclure là-dessus, qu'il faut tester, parce qu'il n'y aura pas de modèle unique, de modèle universel, et dans un temps où les choses évoluent très rapidement, le pire serait de rester effectivement en retrait de ces évolutions. Voilà, c'est tout. Des services probablement à proposer autour du contrat de maintenance et d'entretien, de sérénité plus importante, de performance garantie, d'économie d'énergie, et que probablement ce lien digital vous permet de concrétiser ou en tout cas de sécuriser en termes d'engagement vis-à-vis de vos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Voilà en ce qui concerne Chafoto et la vision du groupe Ariston. Alors, vision de praticien, Bernard, et de toutes les entreprises que tu représentes aujourd'hui pour Axe Énergie. Alors, je vais plutôt parler du modèle économique, parce que le numérique, je crois qu'on a tout dit. Donc, comme vous le savez, je préside un groupement d'entreprises qui s'appelle Axe Énergie, qui est un modèle économique en termes de regroupement coopératif pour TPE et PME, pour être plus fort face à nos gros concurrents qui sont les énergéticiens qui aujourd'hui ont intégré des services après-vente. Et optimiser nos conditions d'achat, optimiser les sites internet, pour avoir des sites internet puissants. Et M. Naert a dit tout à l'heure, 20 entreprises de 10, ça fait une grosse entreprise de 200. Donc pour être plus fort, pour pouvoir se former plus facilement, pouvoir avoir des sites internet, je disais, plus puissants, très puissants, plateforme d'achat, et puis aller vers éventuellement le booking dont on a parlé dans l'autre table ronde tout à l'heure. Souvent les entreprises sont confrontées à un problème qui les rend moins performants, manque de budget pour faire des sites internet, manque de budget pour faire de la formation, manque de budget pour X et autre chose. Donc aujourd'hui, le nerf de la guerre dans nos entreprises, dans nos petites entreprises, c'est la formation en fait. Pour pouvoir apporter du service aux clients, par également les objets connectés, par diverses choses qu'on a du mal à faire parce que nos tailles sont trop petites. Je vois le groupement d'entreprises que je représente existe depuis 2004. Et depuis 2004, il y a ceux qui étaient là à l'époque, ils sont toujours pour la plupart, et se sont tous fortement développés. Donc il y a quand même une raison à ça, puisque quand on regarde à côté de nous, les entreprises seules, je vais employer un terme, rament beaucoup plus, donc écoutez, regroupez-vous. Adhérez. Merci. Bernard. Alors j'ai demandé à Monsieur Roger qui veut intervenir aussi, si vous souhaitez. Mais alors très rapidement, et puis on écoutera Dominique, et je demanderai de conclure notre matinée à Vincent Rivière pour qu'on ait vraiment l'avis du CSA. Oui, alors ça c'était sur la dernière question, c'est quel conseil. Alors ça c'est quand même un exercice un peu compliqué. Donc plutôt que des conseils, je vais peut-être vous raconter des choses qui se sont passées dans des entreprises, dans d'autres entreprises au sein de la FEDEN, qui ont l'air d'avoir fonctionné. En fait, la première chose, c'est finalement, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et en plus, tous les gens qui travaillent, que ce soit nos clients ou nos collaborateurs ou les gens qui travaillent dans les entreprises, en fait, ils sont tous connectés aujourd'hui. Ils ont tous des iPhones, des machins, des trucs. Enfin, d'ailleurs, ils sont en général beaucoup plus compétents qu'on ne le pense. Donc finalement, il y a des entreprises au sein du groupe FEDEN qui finalement ont mis à disposition des techniciens des iPads. Ça a l'air idiot. Ils ont dit, nous, on ne s'est pas tellement posé la question de savoir pourquoi faire. On vous met à disposition des iPads. Et puis à partir de là, on va voir quelles sont les bonnes idées qui en sortent.
En fait, c'est impressionnant de voir le nombre d'idées, de bonnes idées qui en sortent. Alors, ça crée l'innovation. D'ailleurs, dans tous les processus d'innovation, il faut redonner la parole au terrain parce qu'il y a plein de très très bonnes idées qui sortent de là. Et après, à partir de là, on commence à travailler en back-office avec un certain nombre de choses parce que quand même, techniquement, les opérations deviennent de plus en plus complexes. Donc, on a quelquefois des déficits d'expertise terrain. Donc, je pense que sur ce sujet-là, vous verrez la table ronde de cet après-midi illustrera, parce qu'on aura des chefs d'entreprise, ils vont vous raconter absolument ce qu'ils ont vécu. Donc j'avais fait le tour des spécialistes, mais qui nous avaient identifié quelques conseils techniques, mais je préfère pas les donner parce que c'est pas vraiment mon domaine de compétence. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus compétents. Mais en tout cas, juste le dernier conseil, c'est de dire faut y aller, faut y aller. Et en plus, alors ça a un impact formidable auprès des gens qui travaillent chez nous, c'est que brutalement, les cols bleus se sentent col bleu et blanc. Vous avez un col bleu, blanc, rouge, mais ils vont se sentir bleu et blanc. Et je vous assure que pour dynamiser l'esprit service de nos équipes, ça marche très très bien. Merci. Alors, un petit mot, ouais, monsieur Jumel. Juste 30 secondes, parce que un message d'espoir quand même. Pas quand même. Nous ne vivons que d'espoir. Parce que la vision que j'ai pu donner a pu paraître un peu effrayante. Non, mais elle est réaliste. Je pense. Non, mais le message d'espoir, c'est qu'il n'y a aucune fatalité à ce que des professions se fassent ubériser. Hein. Donc, c'est le bon moment. Il faut agir. Il y a des grandes sociétés qui ont réussi à éviter ça. La SNCF est par exemple un très bel exemple de société qui ne s'est pas faite ubériser par les comparateurs parce qu'elle a une offre digitale vers ses clients qui est remarquable. Et si vous, avec le professionnalisme que vous avez, vous réussissez en plus à proposer une expérience digitale aux clients qui soit satisfaisante et au même niveau que ce que ces nouveaux acteurs proposent, vos clients ils bougeront pas. Mais la vraie question à se poser, c'est quoi l'expérience client que j'aimerais faire vivre à mes clients? C'est quoi les irritants? C'est quoi les trucs? Et en quoi le digital est une solution? Et le digital, il a plein de solutions pour ça. Il y a une profession, je ne sais pas ce que ça va donner, mais qui commence à se prendre en main comme ça, qui peut ressembler à la vôtre, c'est celle des avocats. Parce que les avocats, c'est un métier technique. On se dit, c'est des professions très indépendantes. Il y a peu de gros cabinets. Sauf qu'ils ont vu venir aussi des États-Unis les modèles d'intermédiation par des applis et par des sites qui bientôt fera qu'on ne consultera plus un avocat parce qu'on aura la réponse sur une appli ou des choses comme ça. Donc ils se sont regroupés, le barreau de Paris s'est regroupé, accumuler les moyens, enfin mutualiser les moyens pour créer une plateforme qui ressemble à l'expérience que peuvent vivre les clients américains aujourd'hui qui bénéficient de ce genre de trucs. Donc si des professions comme les avocats arrivent à se mettre d'accord entre eux pour mutualiser des moyens et avoir une réponse collective, je pense que votre profession peut le faire aussi. Hein. Alors on peut dire aussi que la médecine générale est en route là-dessus, hein, parce qu'il y a déjà plein de choses. Dominique, une réflexion finale. Une réflexion finale, c'est que, je ne sais pas si c'est une réflexion finale, toujours est-il, on gagne de la valeur quand on gagne du temps. On achète du temps, on vend du temps. Et donc ça, c'est possible à partir du moment où on professionnalise mieux les gens, où il y a plus de compétences, où il y a plus d'informations et plus de données, plus de signaux qui font qu'on a des informations en amont plutôt que de les subir. Donc, moi je dirais que le numérique ne peut apporter que de la valeur. Par contre, il faut se mettre en position proactive, mais pas en situation de subir les choses. Subir les choses, on y arrivera, on le subit déjà. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que ce n'est pas les plus petites entreprises qui sont les plus défavorisées, contrairement à ce qu'on pense. Pourquoi ? Parce que dans notre vie personnelle, nous sommes bien plus numérisés souvent que dans les très grandes entreprises. Bien plus. Et que l'artisan ou la petite entreprise mélange très facilement sa vie personnelle avec sa vie professionnelle. Donc ça, il faut se dire qu'il faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau à ce niveau-là. Donc ça avance très vite. Puis alors après, je vais vous redire ce que j'ai déjà dit. La seule chose qui peut fonctionner, c'est de faire des services globaux, communs, fusionnés, qui fait qu'à l'arrivée, on va élargir d'ailleurs son service, c'est-à-dire qu'on va plus s'intéresser qu'au chauffage, mais on va s'intéresser aussi à la qualité de l'air intérieur et on va s'intéresser aussi peut-être aux caméras, puis ensuite à tout ce qui est connecté dans la maison, ça c'est peut-être ça. Et d'un autre côté, on vend un service commun, globaux, et après on se répartit les valeurs. Alors évidemment, on a toujours peur de se répartir les valeurs parce qu'on dit le plus gros va nous bouffer. Là, soyons un petit peu sérieux et remettons de la confiance. Je vais faire ça toute la journée.
remettons de la confiance dans tout ça, et à la fin, et définitivement, le numérique et tout ce qui arrive devant nous va nous apporter des valeurs supplémentaires, sachant que, de toute façon, plus on va avancer, plus on aura besoin de maintenance. Ça, c'est clair. C'est clair. Alors, Vincent. Bien. Alors moi, effectivement, j'ai essayé de réfléchir toujours en me positionnant, pour que les choses soient bien claires au niveau de la profession, non pas de l'entreprise qui m'emploie, sur ce qu'était devait être la création de valeur dans le numérique. Donc la création de valeur dans le numérique, appliquée à notre profession, c'est la notion de création de valeur. Pour moi, c'est un mix entre trois. Enfin, je l'ai abordé comme ça, un mix entre trois éléments. Pour parler des choses qui sont proches de notre métier, pour moi, c'est observer ce que ça peut donner en termes de volume de clients, observer ce que ça peut donner en termes de prix de vente de nos prestations à nos clients, et observer ce que ça peut donner en termes de coût de production. Et puis, quand on aura mélangé tout ça, on verra s'il y a de la valeur ou s'il n'y a pas de valeur. Alors, sur la partie volume, effectivement, si on regarde en particulier, là pour le coup, après, effectivement, on ne va pas tout faire, mais on n'analyse pas forcément de la clientèle de type B2C, vrai client particulier, du client pro, mais dans un environnement privé, et les clients de l'environnement d'habitat social. Alors, si on regarde un peu les clients particuliers, effectivement, je pense qu'il va y avoir un vrai effet volume pour ceux qui seront peut-être filiales d'énergéticiens, par exemple, parce qu'ils vont effectivement, avec l'arrivée du numérique, l'arrivée de données avec lesquelles on peut raconter des histoires aux clients, de belles histoires aux clients, et qu'on peut enrichir avec d'autres histoires de d'autres domaines d'activité. On va pouvoir leur offrir un ensemble de services qui va les séduire et qui englobera la maintenance. Mais comme l'a dit Sébastien, la maintenance sera un élément parmi d'autres. Après, le client arbitrera si effectivement la qualité, lorsqu'on est chez lui, est défaillante. Mais pour autant, son acte d'y aller ou de ne pas y aller, il sera en amont de ça. Hein, et ça, je pense qu'effectivement, l'arrivée du numérique, non pas dans notre monde de la chaudière, mais dans le monde tout court, va amener ces évolutions de comportement. Donc, si on arrête là, il ne faut pas se leurrer. Il y aura des gagnants et des perdants. Enfin, moi, je pense qu'il y aura des gagnants et des perdants. Hein, il y aura effectivement les gros structurés, les petits qui ont eu l'intelligence de se regrouper, qui pourront effectivement peut-être offrir des choses comparables et tout à fait pertinentes. Alors, sachant que tout le monde n'a pas envie de ça non plus. Hein. Mais on voit qu'effectivement, si on en reste là, je ne dis pas qu'on va laisser des gens sur le bord de la route, mais le ciel n'est pas forcément bleu pour tout le monde. Et c'est là aussi, effectivement, on s'aperçoit que des choses complètement a priori déconnectées du numérique peuvent aussi prendre du sens. On se dit, effectivement, si le gâteau reste ce qu'il est, effectivement, les parts du gâteau vont grossir pour certains et peut-être elles vont se réduire pour d'autres. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on a 3 millions de chaudières qui ne sont pas entretenues. Donc, on voit même que si, effectivement, on aborde ce sujet en regardant, je dirais, la maîtrise d'un certain équilibre au sein de la profession, et en particulier au sein de ce que sont les adhérents du SINASAV, effectivement, je pense que le fait de mener, je dirais, en parallèle, effectivement, nos actions pour faire en sorte que ces chaudières qui ne sont pas entretenues conformément à la réglementation le soient, c'est aussi un ballon d'oxygène à donner à un certain nombre d'acteurs qui composent le SINASAV, et moi, malheureusement, je suis convaincu qu'il y en a, qui n'auront pas forcément les mêmes armes que d'autres par rapport à l'arrivée du numérique. Moi, je ne suis pas là-dessus complètement... Enfin, voilà. Limite, je ne suis pas inquiet pour l'entreprise qui m'emploie. Par contre, je peux comprendre que pour certains acteurs, ça puisse représenter une forme de danger. Donc, en termes de prix, je pense que si on est sur un jeu à somme nulle, il y aura forcément des gagnants et des perdants. Donc, on a la chance d'être sur une profession où on a un gisement qui n'est pas exploité. Donc, il faut travailler là-dessus en parallèle. On va en parler largement. Alors, deuxième élément, le prix de vente. Le prix de vente. Alors effectivement, on l'a dit et ça j'y crois fortement, l'arrivée du numérique et au sens, je dirais, numérique et web, objets connectés, l'e-booking, l'achat en ligne, les conseils que l'on peut donner aux clients, l'arrivée de la maintenance, la télémaintenance, de la maintenance prédictive, tout ça ce sont des services qui plaisent aux clients et quelque part les clients vont, à partir du moment où ces services, on communiquera sur ces services, à partir du moment ou proposera ces services, les clients en voudront. Je suis convaincu que les clients seront appétents là-dessus et que ce sera quasiment un élément différenciant pour, je dirais, garder nos clients et en conquérir de nouveaux.
Par contre, malheureusement, je suis à peu près convaincu que ces mêmes clients ne seront pas prêts à payer plus cher. Ils ne seront pas prêts à payer plus cher parce que, je dirais, l'idée qu'on se fait d'Internet aujourd'hui, c'est qu'Internet, ça ne coûte rien, même si c'est faux, mais l'idée je dirais, communément admise par le grand public, c'est que ça ne coûte rien, et je pense qu'ils ne seront pas amenés à payer plus cher. Et puis même, si on arrive à limiter la casse, à limiter les dégâts, on va avoir à l'arrivée, effectivement, le risque, c'est l'arrivée de nouveaux entrants, hein, donc des choses autour de ce que pourrait faire Google, ou autour de ce que pourrait faire effectivement ce phénomène qu'on peut appeler d'ubérisation, va faire que dans le meilleur des cas, nos prix vont se maintenir. Mais moi, je suis malheureusement très pessimiste sur le fait qu'on puisse augmenter la valeur de nos prestations avec ce qui pourtant est nécessaire, c'est-à-dire mettre une couche effectivement de services supplémentaires liés à ce qu'apporte effectivement tout ce qui est numérique, objets connectés, sites internet performants, etc. Donc sur les deux premiers éléments, la création de valeur, enfin sur le premier pour certains, je la vois bien. Sur le deuxième élément, c'est pas évident du tout. Donc après, nos coûts de production. Alors nos coûts de production, effectivement, avec effectivement en particulier tout ce qui est lié à la connectivité, là pour le coup. Et je pense qu'effectivement, au niveau de tout ce que peuvent apporter dans la profession, on sait faire la différence entre un thermostat et une régulation, hein, et la richesse de l'information qui n'est pas la même. Avec tout ce que peuvent apporter les régulations connectées en matière effectivement de maintenance prédictive, de télémaintenance, où effectivement un certain nombre d'actions peuvent devenir sédentaires et non plus, et on peut économiser des déplacements. Il peut y avoir une économie nouvelle au niveau de tout ce qui tourne autour des pièces de rechange. On peut aller vers une maintenance plus prédictive. Donc il y a effectivement certainement un gisement de productivité. Sauf qu'effectivement, il y a du stock et tout ça, ça va être très progressif. Donc ces gains de productivité qui sont réels, effectivement, ils vont être assez progressifs. Mais néanmoins, ça existe. Il y a un autre élément qui est important, c'est l'interopérabilité des protocoles. Alors, effectivement, à un moment donné, il faut que tout ça puisse causer ensemble. Il faut, à mon avis, à un moment donné, même s'il y a des acteurs monomarques, la plupart des prestataires sont multimarques, il faut que des plateformes telles que Develop et Delia ou d'autres soient capables de converser, d'échanger avec effectivement différents industriels. C'est une donnée, c'est une donnée importante. Et il y a un autre élément qui a été abordé ce matin, mais qui pour moi est une des clés du système lorsque l'on parle de la création de valeur par rapport à ce qui nous arrive, c'est l'écosystème ou le modèle économique qui va se mettre en place au niveau des data, au niveau du coût des données. Et ça, il y a tout est à faire. Là, il y a un enjeu entre nos professions et les industriels pour savoir quel modèle économique on va mettre au cours des data, autour des data. Et ça, c'est un vrai enjeu pour le métier. C'est la fin de l'intervention. Donc je pense qu'il faut quand même rester sur une note positive. Je crois qu'effectivement tout ce qu'on a dit montre que le numérique, il faut y aller. On doit y aller. Il faut que tout le monde y trouve son chemin. Donc un rôle fort du CINASAV, effectivement, c'est de trouver un chemin. Enfin, les gros, à la limite, on y va, quoi. Mais je pense que le rôle du CINASAV, c'est plus vers les moyennes et les petites entreprises pour les aider à trouver leur chemin. Je pense qu'il faut que le CINASAV ait une force de lobbying qui soit forte, pour effectivement avoir un vrai dialogue, fort avec nos partenaires énergéticiens. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu, effectivement, les data, quand on parle des data, qui est pour moi un nœud du problème, on peut dire les data, oui, mais nous, on a des données, on les stocke, on a des serveurs, ça coûte de l'argent. Effectivement, ça coûte de l'argent. Mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à notre profession, où le degré d'acceptabilité des clients pour augmenter les prix est, en mon sens, très faible. Je pense qu'aujourd'hui, le niveau d'acceptation d'un client pour mettre le coût de la data dans le produit, il y a certainement plus de facilité à procéder comme ça pour que tout le monde s'y retrouve dans la chaîne de valeur. Enfin, c'est des réflexions qu'on doit mener ensemble. Mais voilà, en tout cas, il faut y aller. On n'a pas le choix, mais il faut effectivement être vigilant et effectivement bien comprendre où sont les risques pour notre profession, tous les adhérents du CINASAV, pour que le syndicat joue son rôle en mettant les bons garde-fous et en actionnant les bons leviers. Merci Vincent, merci aussi à chacun.
Je vais faire un très très bref résumé. En fait, en vous écoutant, je vois qu'il y a 3 mouvements et aucun contradictoire. Ils sont tous nécessaires. Il y a un mouvement qui exprime très bien Vincent, qui est un souci de gestion, de réalisme dans la vie économique d'une entreprise. Il y a un deuxième mouvement qui est de dire mais le système qu'offre aujourd'hui le modèle numérique à travers notamment Internet, c'est un système ouvert. Donc on ne peut pas rester fermé sur soi. Les liens se font avec ou sans nous, mais ils se feront de toute façon. Donc c'est un système ouvert. Donc comment, en tenant ces préoccupations-là, rester un système ouvert? Et la troisième, c'est celle que Dominique, entre autres, a ouverte comme porte, c'est de dire, mais, et Sébastien Jumel l'a évoqué également dans les services, c'est de dire, mais la créativité, c'est important. Regardez ce qui est autour. Exemple de la serrure connectée, ou exemple on voit l'évolution même de compagnies de taxi traditionnelles, etc., qui ont vraiment fait évoluer leurs services de manière considérable parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'était ça, ou être complètement déconnecté. Et ça, pour autant, ils n'ont pas tellement baissé leur prix, je peux vous dire, pour utiliser le taxi de temps en temps. Donc, on voit bien que toutes ces choses-là sont nécessaires. Rien ne s'exclut. Le monde dans lequel nous rentrons avec le numérique, c'est plus que jamais un monde de la complexité. Qu'est-ce que c'est que la complexité? La complexité, c'est l'addition de plein de choses simples. C'est et. C'est pas ou. C'est pas entre les deux, qu'est-ce que je choisis? C'est fini le monde binaire. Il se pose pas comme ça. Donc si vous voulez, ça part de là, c'est de dire pour chaque entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, et pour les grandes, c'est pas si évident que ça, parce que ils ont des acquis. Et c'est rare que quand on est une très grande entreprise, on abandonne ses acquis. Vous avez un exemple en énergie qui s'appelle E.ON, où E.ON s'est débarrassé de tout son système de production thermique quand il n'était pas vert. C'est-à-dire quand il n'est pas hydraulique ou éolien. Cas d'exception. Et ils sont encore toujours fragiles. Donc si vous voulez, un grand système ne veut pas non plus se départir de ce qu'il a conquis en travaillant durement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est dans un questionnement important. Mais ces trois systèmes sont nécessaires. Extrême rigueur dans ma réflexion et ma recherche par rapport à la vie, stabilité de mon entreprise. Nécessité de la créativité et nécessité de garder un système ouvert, même si tout ne doit pas être ouvert. Voilà. Donc j'aurais vraiment qu'on applaudisse parce qu'ils ont vraiment travaillé dur pour préparer ça et qu'on applaudisse ici qui sont là.